Il a hérité d'une fortune, mais personne ne savait qui il était. Bienvenue sur Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Indiquez votre lieu de résidence ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez. Vous rendez ces mystères encore plus inoubliables. C'était par une matinée particulièrement crue et lugubre de février de l'année de grâce 1893 que je me suis retrouvé une fois de plus assis en face de Sherlock Holmes dans notre salon du 221B Baker Street. Le brouillard s'épaississait sur la ville comme un vieux manteau de laine, masquant les lampes à gaz et amortissant le bruit des sabots dans la rue pavée en contrebas. Holmes, ses longs membres étendus sur le fauteuil dans une attitude de suprême indolence, n'avait pas parlé depuis près d'une heure, les yeux mi-clos comme s'il dormait. Pourtant, je savais bien que les apparences étaient trompeuses. Le scintillement soudain de ses yeux gris et le brusque mouvement de ses longs doigts autour de sa pipe témoignaient d'un esprit toujours en mouvement. « Watson, » dit-il soudain, comme s'il poursuivait une conversation que je n'avais pas entendue, « connaissez-vous l'ironie particulière des héritages? Je suppose que les riches n'ont pas de mal à les recevoir, » répondis-je en pliant le journal que je parcourais paresseusement. « Au contraire, » dit Holmes en se redressant, « ce sont souvent les riches qui sont les plus troublés par l'héritage, surtout lorsque l'héritier présumé n'a pas de nom. » J'ai haussé les sourcils. « Vous parlez par énigme ce matin. Comme toujours je parle de faits, Watson. C'est vous qui n'avez pas encore acquis le contexte. » D'un mouvement de la main, il désigna l'enveloppe sur la cheminée. Une lourde affaire de couleur crème scellée à la cire et portant l'écusson du temple intérieur. Je l'ai prise immédiatement et j'ai noté l'écriture manuscrite. Précise, rigide et incontestablement légale. À l'intérieur, sur du papier à lettres épais, se trouvait une courte missive du bureau de M. Ambrose Wetherell, sollicitor, Inner Temple, Londres M. Sherlock Holmes. J'écris sur une question extrêmement délicate et urgente. Un client de renom récemment décédé a laissé un testament stipulant que tous les biens, placements et titres seront attribués à son unique héritier, à condition que l'héritier se présente pour le réclamer nominativement avant la fin du mois. Aucun héritier de ce type ne s'est manifesté et il y a des raisons de croire qu'une grossière tromperie est en jeu. J'implore immédiatement vos services. Bien à vous, de toute urgence, Ambrose Wetherell, esq. Curieux, murmurai-je. Un homme meurt, nomme un héritier, et pourtant personne ne se manifeste. Connaissons-nous l'identité du défunt? Holmes tira une longue bouffée de sa pipe. Lord Percival Trevelyan, ancien gouverneur colonial, veuf, réputé pour être un homme aux principes inébranlables et à la richesse considérable. Son décès soudain il y a 2 semaines a été jugé naturel par son médecin. Insuffisance cardiaque. Pourtant, ce qui suscite mon intérêt, c'est qu'il n'a laissé aucune famille connue à l'exception d'un fils unique, né au cours de son bref mandat à Calcutta il y a près de 30 ans. Et pourtant aucune trace du nom de ce fils n'apparaît dans aucun registre. Pas de nom, aucun officiellement enregistré. Pas dans les archives du consulat, pas dans les annales ecclésiastiques. L'enfant n'existe que par des références, passagères dans les lettres de Lord Trevelyan à sa défunte épouse, que Wetherell a évidemment récupérées lors du règlement de la succession. Mais si le fils est réel, comment sais-je? Ensuite, quelqu'un, quelque part, a l'intention de se faire passer pour lui ou de s'assurer qu'il ne se manifeste jamais. À ce moment-là, un coup sec à la porte interrompit nos spéculations. Les pas doux de Madame Hudson précédèrent le grincement de l'escalier, et un instant plus tard, la porte s'ouvrit pour laisser entrer un personnage aussi précis et solennel que la lettre qu'il avait écrite. Monsieur Ambrose Wetherell lui-même. C'était un homme de taille moyenne, maigre jusqu'à la sévérité, avec des lunettes à monture argentée perchées de manière précaire sur un nez crochu. Tout en lui, la coupe de son habit, la raideur de son col, la sécheresse parcheminée de sa voix, parlaient de longues heures penchées sur des registres et des codicilles. Monsieur Holmes, Dr. Watson,
Je ne peux pas exprimer à quel point je suis soulagé que vous ayez répondu si rapidement, commença-t-il en s'inclinant raide. Je n'ai répondu qu'en pensée, monsieur, dit froidement Holmes, même si je crois que nous avons maintenant besoin de faits. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous nous direz tout, et je dis bien tout, concernant l'héritage de Lord Trevelyan. Pendant les 15 minutes suivantes, M. Wetherell a parlé sur un ton net et avocat, exposant les particularités de l'affaire. Le défunt avait révisé son testament quelques semaines seulement avant sa mort, désignant un unique héritier, son fils né d'une première liaison en Inde, qu'il avait passé des années à tenter de localiser par des intermédiaires. L'homme, semblait-il, était devenu solitaire et méfiant au cours de ces derniers jours, ne se confiant à personne, sauf à son domestique et à Wetherell lui-même. « Aucun nom n'a jamais été enregistré, monsieur Holmes, » termina gravement Wetherell. « Seulement que l'enfant avait une tache de naissance unique sur sa main gauche, un arrangement de 3 points dans un triangle parfait, selon le journal de Trevelyan. L'héritage est substantiel, des terres dans le Sussex, des avoirs bancaires, considérables, et même une influence parlementaire. Des demandeurs se sont-ils manifestés jusqu'à présent, sans qui Holmes. « 2, dit Wetherell, et ses lèvres fines se resserrèrent. Tous deux de qualité douteuse, et tous deux licenciés après des entretiens superficiels. Mais je crains qu'un 3e n'apparaisse bientôt, mieux préparé, plus convaincant, et je n'ai pas les outils nécessaires pour distinguer un imposteur habile de la vérité. Ou peut-être, dit doucement Holmes, le véritable héritier marche déjà parmi nous, ignorant qui il est. Le feu craquait dans l'âtre. Dehors, le brouillard s'épaississait. Et quelque part à Londres, semblait-il, une identité longtemps enfouie dans l'ombre était prête à faire surface, si elle le pouvait. « Watson, » dit Holmes en se levant et en époussetant une tache de cendre de son manteau, « il semble que nous ayons un fantôme à démasquer et un héritage à protéger. » M. Ambrose Wetherell avait à peine pris congé que Holmes, dans un rare élan d'énergie, se leva d'un bond et commença à faire les 100 pas devant l'âtre. La lueur dans ses yeux et le mouvement de ses doigts m'indiquaient qu'il construisait déjà des possibilités, testant chaque hypothèse comme un chimiste pesant des réactifs. « Cette affaire est plus qu'un litige successoral, Watson, » a-t-il déclaré, s'arrêtant seulement pour jeter un coup d'œil à l'enveloppe laissée derrière lui. Il s'agit d'une énigme enveloppée de fausses orientations, le genre d'affaire conçu pour vaincre la simple paperasse et inciter à la tromperie. Je me levai de mon fauteuil et rassemblai mon manteau. « Croyez-vous que l'héritier existe vraiment ?»« Oh, je n'en doute pas, » répondit Holmes. Trevelyan n'était pas un homme sentimental. Le fait qu'il révise son testament en faveur d'un fils non reconnu, rien de moins, suggère soit des remords, soit de la peur. « Peur ?» répétai-je. Holmes hocha la tête, feuilletant maintenant les brèves notes fournies par Wetherell. « Considérez, un homme d'une telle position ne risque pas soudainement le scandale, à moins que l'alternative ne soit pire. Qu'est-ce qui pourrait pousser un aristocrate mourant à abandonner le décorum ?» Il n'a pas attendu ma réponse. « Venez, Watson, nous allons faire appel à l'avocat. Wetherell cache quelque chose. Il a l'air prudent d'un homme jonglant avec ses obligations juridiques et son dégoût personnel. J'imagine que nous pourrions en apprendre davantage en observant son environnement. En moins d'1 heure, nous nous sommes retrouvés dans le temple intérieur, traversant des cloîtres tranquilles, bordés de pierres anciennes et de fenêtres bordées de givre. Les bureaux de M. Wetherell, nichés dans un modeste bâtiment géorgien, portaient les marques d'un cabinet juridique chevronné. Acajou poli, tomes vieillis et légère odeur de vélin. L'avocat nous a accueillis sans surprise. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je soupçonnais que vous pourriez venir. » Holmes fit un signe de tête courtois mais ne dit rien. Il laissa le silence s'accumuler comme de la poussière jusqu'à ce que Wetherell, agité légèrement, nous fasse signe vers un bureau, plus petit attenant. « Je dois avouer, commença Wetherell en fermant la porte, il y a
Des éléments supplémentaires que je n'ai pas osé engager à la lettre. Holmes lui fit signe de continuer. En fouillant les effets personnels de Lord Trevelyan, j'ai trouvé un petit paquet enveloppé dans du ciré, caché derrière un faux panneau dans son bureau. À l'intérieur se trouvait une poignée de correspondances, des lettres à la mère du garçon, datées d'il y a près de 30 ans. Mais ce qui manquait était plus curieux que leur contenu. « Continuez, dit Holmes, les yeux plissés. Wetherell ouvrit un tiroir et plaça devant nous une seule feuille de parchemin vieilli. Mars 1864. À Aditi, il a tes yeux. Je l'ai nommé, car je ne pouvais pas supporter de quitter la ligne sans m'en souvenir. Je jure de trouver un moyen pour lui, même si cela suscite le scandale. Vous devez rester caché pour le moment. P.T. Le nom a été omis, découpé avec une lame, laissant un espace rectangulaire parfait là où il aurait dû apparaître. Holmes se pencha. Une ablation chirurgicale, pas déchirée ni brûlée, mais délibérément excisée. C'est vraiment curieux. Je soupçonne que Trevelyan avait l'intention de réviser le document, a déclaré Wetherell. Mais peut-être quelqu'un d'autre a supprimé le nom. Et si oui, pourquoi? J'ai demandé. Pour empêcher que l'héritier légitime soit identifié, murmura Holmes. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a altéré le passé. Il se tourna brusquement vers Wetherell. Et la mère du garçon, a dit-il. A-t-elle déjà été retrouvée? Wetherell secoua la tête. Elle a disparu de tous les documents connus peu de temps après le retour de Trevelyan en Angleterre. Il y a des indices selon lesquels elle a été payée pour garder le silence. Peut-être qu'elle est retournée en Inde. Mais à propos du garçon, rien jusqu'à présent. Holmes tapota pensivement le bord du parchemin. Nous avons donc un homme mort avec des secrets, un enfant caché dont le nom a été effacé et un héritage à gagner. Les pièces s'alignent, Watson, mais quelle image elles forment, nous ne pouvons pas encore voir. À ce moment-là, un employé frappa et entra portant un télégramme. Wetherell l'ouvrit, pâlit légèrement et le passa à Holmes sans commentaire. Un autre réclamant est arrivé ce matin. Apporte des documents. Parle couramment l'hindi. Insiste sur le fait qu'il est le fils de Trevelyan. Arrêt. En attente à la maison Trevelyan. Arrêt. Foster, intendant Holmes, se leva immédiatement, les yeux brillants. Le temps, Watson, est désormais notre ennemi. Il y a des loups à la porte de cet héritage, et l'un d'eux porte la peau d'un agneau. Le trajet en taxi jusqu'à Trevelyan House s'est déroulé en silence, à l'exception du bruit constant des sabots contre les pierres gelées de Kensington. Holmes était assis en face de moi, immobile comme une statue, les yeux fixés sur un registre interne où les faits étaient sans cesse rassemblés, pondérés et rééquilibrés. J'avais appris depuis longtemps à ne pas le déranger lorsqu'il était dans un tel état. Il pouvait, avec une précision terrifiante, trier le vrai du faux grâce à la simple force de la logique, à condition que les données soient valables. Trevelyan House, un majestueux manoir en briques situé en retrait de Queensgate, portait la froide solennité d'une richesse depuis longtemps incontestée. Les lions de pierre qui flanquaient l'escalier étaient ternis par la crasse et la suie, et le lierre s'accrochait à la clôture en fer, comme le temps lui-même refusant de lâcher prise. Un domestique nous fit entrer rapidement, comme s'il avait été prévenu de notre arrivée, et nous conduisit à travers des couloirs au haut plafond jusqu'au salon. Là, près de la cheminée de marbre, se tenait un homme qui se retourna, aussitôt à notre entrée. Il était grand, avec une peau foncée, des épaules droites et une allure d'homme habitué à commander. Son visage était mince, posé et d'une beauté saisissante, avec une mâchoire anguleuse et des yeux profondément enfoncés qui dissimulaient une netteté indubitable derrière leur calme exercé. Il portait un costume anthracite impeccablement coupé et tenait une canne même s'il ne s'appuyait pas dessus. Une bague en rubis brillait à son doigt et une cravate en soie ornait son cou. « Vous devez être Monsieur Sherlock Holmes, dit-il dans un anglais légèrement accentué. Et Dr. Watson, si je ne me trompe pas, je suis ravi de vous rencontrer. » Holmes, toujours maître de la première impression,
hocha poliment la tête mais ne tendit pas la main. « Vous êtes le troisième homme à revendiquer l'héritage des Trevelyan, dit-il d'un ton neutre. Les autres n'ont pas impressionné. Je ne suis pas les autres, dit l'homme, presque amusé. Je m'appelle Devinder Trevelyan. Je suis le fils de Lord Percival Trevelyan et d'Aditi Sharma, né à Calcutta en mars 1864. Une date assez précise, a noté Holmes. Devinder sourit faiblement. Ma mère a tenu des registres méticuleux. J'ai apporté les documents pertinents, des lettres de mon père, un certificat de baptême délivré par l'aumônier anglican de Calcutta et même une photo de nous trois. Elle a été prise peu de temps avant que ma mère et moi soyons renvoyés. Holmes a pris la sacoche offerte sans cérémonie et a commencé à examiner son contenu pendant que j'engageais une conversation plus approfondie avec le demandeur. « Monsieur Trevelyan, dis-je, pourquoi avez-vous attendu jusqu'à maintenant pour vous manifester ? Je ne savais pas que j'étais recherché, répondit-il doucement. Ma mère n'a jamais beaucoup parlé de mon père. Nous avons vécu à Bombay, jusqu'à sa mort en 1984, après quoi j'ai déménagé à Londres et je me suis impliqué dans le commerce et l'éducation. Ce n'est que par hasard que j'ai lu une notice légale dans les Temps la semaine dernière, annonçant l'appel à l'héritier. Les détails m'ont frappé et j'ai contacté M. Wetherell. Il parlait avec une assurance si calme que je me trouvais momentanément désarmé. Il n'y avait ni bégaiement, ni couverture. Soit c'était un homme qui disait la vérité, soit un menteur très accompli. Holmes, après avoir passé au crible les documents, les rendit sans changement d'expression. Ceux-ci sont bien préparés. Le certificat de baptême est signé par le révérend D.L. Godfrey. Watson, vous vous souvenez peut-être que Godfrey était aumônier à la caserne de Fort William de 1862 à 1866. Cela correspond au moins à votre affirmation. Vous avez l'air dubitatif, monsieur Holmes. Holmes se tourna vers le feu. C'est ma profession de douter. Lorsqu'un homme apparaît avec des preuves si commodes, si parfaitement corroborées, je dois remettre en question non pas sa présence, mais sa perfection. Le mensonge le plus convaincant, monsieur Trevelyan, est celui qui ne laisse aucune place à la question. Il n'y avait aucune colère sur le visage de l'homme, seulement une confiance tranquille. Vous pouvez poser des questions à votre guise, je n'ai rien à cacher. À ce moment-là, une porte latérale s'ouvrit et un homme plus âgé entra, courbé avec des côtelettes de mouton blanches et une canne qui cognait au rythme de ses pas. L'intendant Foster. « Pardonnez-moi, messieurs, » dit-il avec un signe de tête respectueux. « J'ai été l'intendant personnel de Lord Trevelyan pendant 19 ans. Monsieur Devinder vient tout juste d'arriver ce matin, mais je dois dire qu'il ressemble étrangement à sa seigneurie, surtout au niveau des yeux. »« Vous vous souvenez de l'enfant » demanda Holmes. « Non, monsieur, je n'ai pas servi la maison pendant son séjour en Inde, mais Lord Trevelyan m'a dit, un jour dans un rare moment de mélancolie, que son plus grand regret était de laisser un fils derrière lui. Il a dit que le garçon aurait une marque triangulaire sur sa main gauche, comme une tache de naissance ou une brûlure. » Holmes se tourna vers Devinder. « Votre main, s'il vous plaît. » Sans hésitation, Devinder ôta son gant et tendit la main gauche, puis là, sur la peau entre le pouce et l'index, se trouvaient 3 taches sombres, distinctes, régulièrement espacées, formant indubitablement un triangle. Même moi, je ne pus réprimer un léger halètement. Holmes, cependant, restait impassible. Puis-je les examiner? Bien sûr. Holmes se pencha, sortit une loupe de sa poche et étudia les marques pendant 1 minute entière. Finalement, il recula et hocha la tête. « Ils sont réels », a-t-il déclaré. « Même si ce sont des taches de naissance, je ne peux pas encore le dire. C'est à tout le moins un mimétisme exceptionnel. » Devinder croisa le regard de Holmes. « Je n'ai pas besoin d'imiter ce qui m'appartient déjà. Alors vous n'aurez aucune objection à rester dans la maison en observation pendant quelques jours, » a déclaré Holmes, « jusqu'à ce que tous les détails soient confirmés. » Je m'en réjouis. Holmes eut un petit sourire. « Excellent. Alors, peut-être dans les prochains jours,
Nous pourrons déterminer si des liens de sang ou une contrefaçon brillante sont à l'origine de votre réclamation. Alors que nous quittions la maison peu de temps après, je me tournai vers Holmes, le souffle embué par le froid. Cet homme doit sûrement être celui qu'il prétend. Les documents, la marque sur sa main, il ressemble même à Trevelyan. Holmes releva son col pour résister au vent. Il se peut très bien l'être. Mais considérez ceci. Les documents, bien qu'historiquement plausibles, sont trop pratiques. L'histoire est trop raffinée. Et la tâche de naissance, bien qu'apparemment authentique, pourrait, avec effort et patience, être reproduite avec du nitrate d'argent et du soin. Et l'avez-vous remarqué? Remarquez quoi? Il a dit qu'il était né en mars 1864. Pourtant, la lettre de Trevelyan à Aditi, que Wetherell nous a montrée, était datée 3 mars 1864, et il a écrit que le garçon avait déjà né. J'ai cligné des yeux. Mais alors soit Devinder ne connaît pas son véritable anniversaire, soit il n'est pas le garçon mentionné dans la lettre. Nous avons parcouru le reste du chemin en silence, le brouillard épais autour de nous comme les questions encore sans réponse. Quelque part dans cet élégant enchevêtrement de lignées, de traces écrites et de secrets enfouis, une vérité attendait d'être découverte. Et Holmes, déjà en train de creuser, ne s'arrêterait pas avant de l'avoir trouvée. J'avoue que pendant un certain temps, j'ai hésité dans mon jugement. Tout chez M. Devinder Trevelyan semblait correspondre à la logique et à la cohérence. Son histoire ne comportait aucune faille évidente. Son équilibre était inébranlable. Ces documents correspondaient aux archives officielles, comme Holmes l'a confirmé plus tard lors d'enquêtes auprès de la British Library et des archives du War Office. Et la tâche de naissance particulière, 3 points sombres dans un triangle parfait, semblait hors de portée de toute falsification, sauf la plus élaborée. Et pourtant, Holmes restait aussi immobile qu'un chasseur dans les hautes herbes, les yeux attentifs, l'esprit travaillant. Il ne parla pas de cette affaire pendant 2 jours, au cours desquels il fit plusieurs excursions à travers Londres, toujours seul, et revenant toujours avec une lueur particulière dans les yeux qui me disait qu'un fil s'était détaché à la grande tapisserie de la vérité. C'est le 3e matin après notre visite à Trevelyan House que Holmes me remit une lettre alors que je descendais prendre le petit déjeuner. De l'inspecteur Lestrade, dit-il sèchement. Livré à l'aube. Il a reçu un câble d'un contact colonial à Calcutta, quelqu'un à qui j'ai demandé des informations sans vous en informer. Pardonnez le secret, Watson, c'était nécessaire. J'ai ouvert la lettre et lu à haute voix « Calcutta, présidence du Bengale, Inde britannique à l'inspecteur G. Lestrade, Scotland Yard, Londres. Objet. Enquête sur Aditi Sharma et son enfant, né en 1864, aucun document trouvé sous le nom Aditi. Sharma dans les registres médicaux ou de baptême de Calcutta, 1863-1865. Aucune naissance enregistrée à Trevelyan ou Sharma dans les églises de Fort William ou de districts britanniques. Cependant, un document du 1er mars 1864 fait état d'un bébé mâle mort-né sans nom, appartenant à A. Sharma, classe de serviteur, enregistré à la Mission House de St. John's. L'enfant a été enterré le jour même. Aucune preuve confirmée ne relie Lord Percival Trevelyan au dossier. Le nom Trevelyan n'est mentionné dans aucun des documents d'enregistrement trouvés. Poursuivra les enquêtes. Capitaine M. Ashwin, commandant de la station civile, Fort William J. Regardez Holmes, perplexe. Une mortinatalité, mais cela contredirait tout ce que Devinder a affirmé. Pas nécessairement, murmura Holmes en se versant du thé. Cela mine simplement la date fondatrice de son récit. Si l'enfant auquel Trevelyan faisait référence dans sa lettre était mort-né, ou s'il y avait une confusion autour de la naissance, cela introduit une incertitude. Ce qui m'intéresse davantage, c'est l'absence du nom de Trevelyan dans ces documents. Vous pensez que l'histoire de l'héritier a pu être construite sur une fausse tombe? Je pense, dit Holmes en tapotant son long doigt contre sa tasse de thé.
Que quelqu'un a pris grand soin d'effacer ou de modifier l'histoire d'une personne très spécifique, soit pour dissimuler l'existence d'un héritier vivant, soit pour inventer celui où personne ne s'est jamais tenu. J'ai légèrement frémi à cette implication. Vous pensez que Devinder est ce dernier. Je soupçonne qu'il est peut-être les deux, l'ombre d'un homme qui était autrefois réel, maintenant rempli par la main de quelqu'un d'autre. Dites-moi, Watson, que pensez-vous d'un homme qui apporte une documentation parfaite, revendique une filiation impossible à réfuter et qui ressemble juste assez à son supposé père pour convaincre les observateurs occasionnels? Je l'appellerais un faussaire ou un fils prodigue. Holmes sourit légèrement. Précisément, le génie de cette affaire réside dans sa symétrie. Soit Devinder est celui qu'il prétend, et quelqu'un a essayé de l'effacer de l'histoire. Soit quelqu'un d'autre l'a créé entièrement pour revendiquer une fortune. Ce qui veut dire que quelqu'un en sait plus que ce qu'il a dit. En effet, a déclaré Holmes. C'est pourquoi nous faisons à nouveau appel à M. Wetherell. Nous retournâmes à Inner Temple cet après-midi, où l'avocat nous reçut dans sa bibliothèque avec sa raideur habituelle. « Monsieur Holmes, dit-il, visiblement las, y a-t-il encore du retard? Le tribunal s'attend à ce que les dossiers d'homologation soient déposés d'ici la fin de la semaine. Je n'ai que quelques questions, Monsieur Wetherell, dit Holmes d'un ton doux. Vous étiez le seul confident de Lord Trevelyan au cours de ces dernières semaines. A-t-il déjà indiqué comment il cherchait son fils? Wetherell hocha lentement la tête. Il a employé un agent privé, un Bengali nommé Saresh Kumar, un ancien traducteur colonial. Lord Trevelyan pensait que Kumar serait capable de localiser la mère Aditi Sharma. Mais il n'a jamais confirmé si aucun succès n'avait été obtenu. La correspondance s'est tarie en 1989. Cet agent, vous le connaissiez personnellement? Non, je me suis contenté de gérer les décaissements. Avez-vous encore ces lettres? Wetherell fit une pause. Il n'y en avait que 2. Les autres ont été détruits sur instruction de Trevelyan peu avant sa mort. J'ai conservé des copies des transferts financiers, mais pas le contenu de leurs lettres. Holmes fronça les sourcils. Comme c'est pratique, l'avocat se raidit. J'ai fait ce que le défunt seigneur m'a demandé. Et qu'en est-il du personnel du domaine? Continua Holmes. Quelqu'un a-t-il été licencié ou licencié au moment où Trevelyan a révisé son testament? Wetherell hésita un moment. 2 trop. Oui, a-t-il admis. Un secrétaire. Un jeune homme du nom de Russell Flinch. Il avait accès à certaines archives familiales, de vieux journaux, des lettres, des choses que nous pensons maintenant avoir été égarées. Lord Trevelyan l'a accusé de vol. Il a été licencié 6 semaines avant que le testament ne soit modifié. A-t-il nié l'accusation? Avec véhémence. Nous avons affirmé qu'il s'agissait d'un malentendu, mais nous avons trouvé un certain nombre d'objets personnels de valeur dans son logement. La police n'a pas été impliquée. Lord Trevelyan a insisté sur le respect de la vie privée. Où est M. Flinch maintenant? Je n'en ai pas la moindre idée, a déclaré Wetherell. Il a disparu peu de temps après avoir quitté le domaine. Les yeux de Holmes brillèrent. Un homme licencié pour suspicion. Des documents disparaissent. Des semaines plus tard, un héritier apparaît avec juste assez de vérité pour être crédible. Wetherell bougea sur sa chaise. Êtes-vous en train de suggérer que M. Flinch a fabriqué ce prétendant? Je suggère, répondit froidement Holmes, qu'un homme assez intelligent pour voler une histoire pourrait aussi être assez intelligent pour la vendre. Ce soir-là, Holmes et moi sommes retournés à Baker Street. Le brouillard se levait de nouveau épais comme une soupe, s'enroulant au coin des rues comme les doigts d'un spectre patient. Holmes n'a rien dit pendant tout le trajet jusqu'à chez nous, et ce n'est qu'après que nous soyons revenus à la lueur du feu de notre salon qu'il a parlé. « Il manque quelqu'un dans cette histoire, Watson, » dit-il doucement, « un architecte silencieux, un nègre de la lignée. Vous pensez que ce Flinch a fabriqué les affirmations de Devinder? Peut-être. Ou peut-être qu'il trouvait Devinder, un orphelin ou un parent éloigné, et a construit autour de lui un récit suffisamment convaincant pour passer l'examen légal.
Le nom manquant dans la lettre de Trevelyan, la tâche de naissance, parfaite, les documents historiquement exacts, tout cela est trop soigné. Et l'homme lui-même, Holmes regarda le feu, les doigts retroussés. Trop parfait. Et c'est la chose la plus imparfaite de toutes. Le lendemain matin, j'ai trouvé Holmes, déjà habillé et examinant un plan des rues du Grand Londres, au moment où je sortais de ma chambre. Il n'avait pas dormi, c'était clair. Le reste de 2 cafetières restait froid près de la fenêtre, et sa pipe avait été remplie au moins 3 fois à cause des cendres éparpillées le long du rebord. Nous avons un fantôme à chasser. Watson, a-t-il déclaré sans préambule, en tapotant du doigt ganté un groupe de bâtiments au sud de la Tamise. Russell Flinch, 24 ans, démis du service de Trevelyan parce qu'il était soupçonné de vol. Et pourtant, pas un mot à son sujet au cours des 6 semaines qui ont suivi. Je pensais qu'il s'était enfui, dis-je en réprimant un bâillement, tout comme Wetherell. Mais j'ai des raisons de croire qu'il n'a pas fui très loin. Notre ami avocat a l'impression que Flinch a disparu dans les airs. Ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est que toutes les disparitions ne sont pas volontaires. Holmes se tourna vers moi avec cette lueur familière dans les yeux. « Mettez votre manteau, Watson. J'ai déjà envoyé un messager pour recueillir sa dernière adresse connue. Nous rendons visite à Kennington. » Russell Flinch avait logé dans une modeste pension de famille sur Brandon Street, non loin du Lambeth Workhouse. La propriétaire, une femme fleurie avec une voix cassée et un penchant pour le thé amer, n'était que trop impatiente de parler de son ancien locataire lorsque Holmes lui montra un shilling d'argent et la promesse de discrétion. « Monsieur Flinch ?» dit-elle, s'affairant dans son petit salon comme s'il s'y cachait encore. Garçon calme, propre, toujours payé à temps, un peu rat de bibliothèque, il se comportait avec importance, tu sais, comme s'il travaillait pour quelqu'un de chic. Holmes hocha la tête. « Et quand est-il parti ?»« Décembre, dit-elle. Environ 15 jours avant Noël. Il a dit qu'il partait rendre visite à sa famille à Bristol. Il n'est jamais revenu, il n'a même pas pris ses livres. Il s'est juste levé et est parti. » Holmes haussa un sourcil. « Des livres, dites-vous? Puis-je voir la pièce ?» Elle hésita. « Nous l'avons vidée il y a quelques semaines. Nous avons emporté ce qui restait au sous-sol. Quelques instants plus tard, nous avons été conduits dans un cellier, recouvert de toiles d'araignée, sous les escaliers, où une malle battue portant les initiales de Flinch reposait sous une feuille de bâche. Le contenu était modeste, quelques chemises, un nécessaire de rasage rouillé, un registre de dépenses, et au fond, noué dans un ciré, une collection de lettres. Holmes se jeta sur le paquet comme un faucon sur une proie. « Ah, dit-il doucement, maintenant l'encre commence à parler. Nous avons ramené les objets à Baker Street. Les lettres étaient en effet révélatrices. Certaines étaient banales, quelques-unes adressées à une sœur du Devon, d'autres des reçus de libraires et de papeterie. Mais parmi eux se trouvait un seul billet plié dans une main que Holmes reconnut immédiatement. « Trevelyan, murmura-t-il, vous voyez le sceau? C'est son monogramme. » Il le déplia soigneusement. L'écriture était précise, impersonnelle. Fléchir. Vous êtes invité à rassembler toute la correspondance pertinente des années 1863 à 1870, surtout ceux concernant la nomination en Inde. Extrayez tout ce qui concerne A. Sharma. N'informez pas Wetherell. Il y a des choses qu'il ne doit pas savoir. La discrétion est primordiale. P. Trevelyan Holmes tapota pensivement le parchemin. Donc, Trevelyan cachait des détails même à son avocat. L'homme n'avait pas facilement confiance. « Mais qu'est devenu Flinch ?» j'ai demandé. En milieu d'après-midi, Holmes avait engagé l'un de ses agents de rue, un garçon nerveux nommé Callum, doté d'un esprit vif et de pieds plus rapides, pour sonder les environs à la recherche de toute mention de Flinch au cours des 3 derniers mois. Cela n'a pas pris longtemps. « Gouverneur, dit Callum en faisant irruption sans frapper, un type du côté de Vauxhall dit avoir vu un homme correspondant à la description de votre type monté dans un taxi. Il avait l'air groggy, comme s'il était malade ou ivre.
C'est arrivé vers le nouvel an. Il est parti en direction de la rivière, dit-il. Il n'est pas revenu. Le visage de Holmes s'assombrit. Et le chauffeur? Parti depuis longtemps. Mais j'ai vérifié l'adresse. Une rangée d'entrepôts, de vieux marchands de vin abandonnés. Il ne reste plus grand-chose. Mais il y en a un toujours gardé. Un vrai silence. Holmes se leva. Watson, je crois que Flinch n'a pas disparu. Je crois qu'il était disparu par quelqu'un qui devait s'assurer que les détails du passé de Trevelyan étaient sous leur seul contrôle. L'entrepôt de vin en question se trouvait près des Battersea Docks, en briques grises, abandonné depuis longtemps, à l'exception du cadenas qui brillait comme une dent dans une bouche pourrie. Nous avons attendu le crépuscule avant de nous approcher. Holmes, vêtu d'un rude manteau et d'une casquette d'ouvrier, fit mine de trébucher devant l'immeuble pendant que je m'attardais au fond de l'allée. Après une brève inspection, il m'a fait signe d'avancer. Des empreintes de chaussures fraîches dans la poussière, murmura-t-il. 2 hommes, l'un avec une canne, peut-être notre steward Foster. L'autre se déplace plus lourdement. Peut-être un garde. Nous nous sommes glissés à l'intérieur par une grille latérale que Holmes avait percée avec un bout de fil. L'air à l'intérieur était moisi, l'odeur du vieux bois et de la moisissure se mêlant à quelque chose de plus infect, de l'huile et quelque chose de métallique. Nous avons traversé des caisses et des étagères jusqu'à atteindre une porte de bureau fermée. De l'intérieur sortait une toux étouffée. Holmes leva un doigt, sortit son revolver et me fit signe de l'autre. Côté d'un coup de pied rapide, il a forcé la porte à s'ouvrir et là, recroquevillé dans un coin sous une couverture en lambeaux, se trouvait un homme que j'ai à peine reconnu. Ses vêtements pendaient comme des haillons. Ses cheveux étaient emmêlés et son visage, une fois propre et composé, était décharné, meurtri et rempli de terreur. « Monsieur Flinch ?» demanda gentiment Holmes. L'homme recula, mais Holmes s'agenouilla à côté de lui et lui proposa de l'eau. « Vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne nous a suivis. Il a fallu le persuader, mais finalement l'homme a parlé. Sa voix était sèche et rauque. « Je ne voulais pas le voler, » râla-t-il, « seulement pour comprendre. J'ai trouvé les lettres, la vérité sur Trevelyan. Sur le fils de Vander, j'ai demandé. Il hocha la tête. Il est réel, en partie, mais il n'est pas l'héritier, pas le vrai un. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Continue. »« Il y avait 2 garçons, » murmura Flinch. « Des jumeaux. La mère est décédée. Un enfant mort-né. L'autre emmené en secret à Bombay. Le nom n'a jamais été écrit. Trevelyan ne pouvait pas prendre de risque. Il a envoyé le garçon avec une infirmière, financée grâce à un faux compte. Alors, comment Devinder entre-t-il dans tout ça? Je ne sais pas, redit Flinch en frissonnant, mais quelqu'un a découvert le véritable enfant et l'a déformé. Ils ont dû intercepter les lettres. Ils ont su ce que je savais. Je pense qu'ils ont tué l'infirmière. Peut-être même se sont fait passer pour le garçon. Est-ce que Trevelyan savait que le garçon avait survécu? Flinch hocha la tête. Oui, c'est pourquoi il a modifié le testament. Il voulait ramener l'héritier, mais quelqu'un est arrivé le premier. Holmes se leva lentement. Alors l'homme de Trevelyan House n'est peut-être pas l'imposteur de sa propre initiative, mais celui d'un autre. Nous avons amené Flinch dans une maison médicale discrète à Bloomsbury sous la protection de Holmes. Pendant qu'il était examiné, Holmes a allumé une cigarette et s'est tourné vers moi. Vous voyez, Watson, le jeu est approfondi. Devinder n'est peut-être pas un méchant, mais une marionnette. Le véritable auteur de cette tromperie n'a pas encore été révélé. Et maintenant, nous forçons la main cachée à se montrer. Même si j'avais vu Holmes orchestrer des dizaines d'artifices astucieux au cours de notre vie commune, certains théâtraux, d'autres impitoyables, rares, étaient en ceux qui portaient l'élégance tranquille du piège qu'il préparait maintenant. Le lendemain matin, une forte bruine a rendu la ville encore plus grise que d'habitude. Holmes se tenait au centre de notre salon, avec une feuille de parchemin, une plume et une lettre à moitié écrite.
« Il est temps que nous contraignions notre fantôme à se manifester », a-t-il déclaré. Le témoignage de Flinch a changé. « La donne, Watson. Nous savons maintenant qu'il y avait un véritable enfant, caché, protégé et probablement toujours porté disparu. Que Devender existe signifie que quelqu'un l'a conçu pour correspondre à cet héritier disparu, jusqu'à l'histoire falsifiée et la tâche de naissance fabriquée. Et vous pensez que Devender l'ignore » Holmes hocha légèrement la tête. Il y a une certaine vérité dans son attitude qu'aucun imposteur ne peut facilement forger. Je soupçonne qu'il croit à l'histoire qu'il raconte, ce qui signifie qu'il a été préparé ou sélectionné pour le rôle. Cela indique un marionnettiste, ayant accès aux papiers privés de Trevelyan et juste assez rusé pour transformer la vérité en arme. Holmes trempa la plume et se remit à écrire. « Que fais-tu » j'ai demandé, appâté un hameçon. La lettre était adressée à Ambrose Wetherell, mais son véritable destinataire était ailleurs. Dans ce document, Holmes faisait référence à un supposé témoin survivant, une infirmière cachée récemment découverte, qui pourrait vérifier l'identité du véritable héritier. Il s'agissait bien sûr d'une fabrication, mais livrée entre de bonnes mains, elle mettrait le feu aux nerfs de quiconque aurait quelque chose à perdre. Holmes a signé la lettre, l'a soigneusement pliée et l'a scellée avec de la cire. Cela sera livré par courrier spécial à Wetherell, a-t-il déclaré. Et à partir de là, entre les mains de la personne qui craint le plus son contenu. Une fois le mensonge pris racine, l'araignée viendra inspecter la toile elle-même ou elle-même. « Et où nous guettons-nous » ? « Kensington Square, » répondit Holmes, « là où toutes les cordes convergent. Cet après-midi-là, nous nous sommes arrangés avec l'inspecteur Lestrade pour une surveillance discrète de la maison Trevelyan. » Holmes avait conclu que si la tromperie avait un cerveau, il reviendrait probablement sur la scène, que ce soit pour éliminer les détails, intercepter le témoin fictif ou confronter Devender directement. Au coucher du soleil, le piège était tendu. Holmes et moi avons attendu dans une modeste chambre louée de l'autre côté de la rue, au-dessus de la place, ses fenêtres offrant une vue dégagée sur les entrées avant et latérales du domaine Trevelyan. Les hommes de l'estrade, en civil et postés stratégiquement le long du périmètre, attendaient le signal. Holmes était assis près de la fenêtre, la lumière de la lampe sculptant des ombres sur les lignes angulaires de son visage. Il était immobile, mais son esprit allait clairement dans 1000 directions. « Si j'ai raison, » murmura-t-il, « cette maison détient une dernière vérité. Non pas dans ses pierres, mais dans ses habitants. Observez. » Une voiture était arrivée. Un élégant coupé tiré par un seul cheval noir. De l'intérieur émergea nul autre qu'Ambrose Wetherell. « C'est inattendu, » murmura Holmes. « Nous avons regardé l'avocat monter les marches. Un valet de pied, là, admis sans hésitation. Il a reçu votre lettre, dis-je. En effet. Mais pourquoi venir lui-même » Holmes fronça les sourcils. Wetherell est trop prudent pour enquêter personnellement sur une réclamation aussi volatile, à moins qu'il ne soit plus qu'un avocat. Les minutes passèrent, puis une deuxième silhouette émergea de l'obscurité, celle-ci masquée et cagoulée, se déplaçant en toute hâte vers l'entrée arrière des domestiques. Holmes se raidit. « Là, dit-il, c'est notre invité d'honneur. » La silhouette disparut par l'entrée arrière. Holmes ne bougea pas. « Pas encore, » marmonna-t-il. « Nous les laissons jouer leur rôle. » 10 minutes se sont écoulées. Puis 15. Soudain, une lumière s'éclaira au 3e étage, puis disparut. Holmes se leva. Maintenant. Lestrade et ses hommes se déplaçaient comme sur des roulettes. En 2 minutes, la maison était sécurisée. Holmes et moi étions les premiers à passer par l'arrière, traversant rapidement le couloir des domestiques en direction du grand escalier. Sur le palier au-dessus, on entendait une bagarre, des voix élevées, le craquement d'une canne frappant du bois. « Holmes !» appela la voix de Devender. Nous avons débouché sur un grand bureau, clairement utilisé autrefois par Lord Trevelyan lui-même. Des étagères remplies de volumes reliés en cuir bordaient les murs et de lourds rideaux de velours masquaient les hautes fenêtres.
Au centre de la pièce se tenait Devinder, sa veste échevelée, une joue rouge. En face de lui, près du bureau, se tenait Wetherell, ses lunettes de travers, son visage un curieux mélange de peur et de fureur. Et à côté de lui, la capuche désormais baissée, se tenait le dernier acteur de notre drame. C'était une femme, grande, avec des cheveux argentés prématurément tirés en chignon serré. Ses yeux étaient durs, intelligents et totalement dénués d'illusions. Elle ne portait ni noir de deuil, ni voile, mais il y avait en sa présence une indéniable austérité. « Mon Dieu !» ai-je respiré. Holmes s'avança. « Vous devez être Madame Charity Addington. » L'expression de la femme n'a pas changé. « Il semble que je sois connu. Le cousin de Trevelyan, » a déclaré Holmes, célibataire. A vécu à l'étranger pendant des années. Il est revenu juste avant sa mort et a fait une brève visite sous le couvert d'un parent éloigné. Ce que peu de gens savaient, c'est que Trevelyan, après avoir perdu sa femme, avait eu l'intention de faire de vous son héritier. Wetherell commença à parler, mais Holmes le fit taire d'un regard. Vous avez été exclu du testament après que Trevelyan a décidé de donner le nom de son fils. Mais plutôt que de contester cette décision, vous avez choisi une autre voie. Il se tourna vers Devinder. Vous avez trouvé cet homme intelligent, capable, mais sans racines. Vous lui avez forgé un passé. Vous lui avez donné juste assez de vérité pour que le mensonge paraisse authentique. Vous avez mis en scène son arrivée avec toutes les preuves à l'appui que l'on peut attendre d'un véritable héritier. Et vous avez enrôlé Wetherell pour gérer l'aspect juridique de la transition. Les yeux de Devinder s'écarquillèrent. « Je ne comprends pas. Elle m'a dit... »« Elle vous a dit ce que vous vouliez croire, » dit Holmes sans méchanceté. « Mais la vérité était que vous n'avez jamais été le fils de Lord Trevelyan. » Devinder avait l'air abasourdi, mais pas en colère. « Mais la tâche de naissance, les papiers, les lettres, tous soigneusement assemblés, » a déclaré Holmes. « Vous y avez cru parce qu'elle y croyait, et elle y a cru parce qu'elle le devait. » La voix de Charity Addington traversa le silence. « Il lui fallait un nom, » dit-elle. « Le monde n'est pas gentil avec ceux qui n'en ont pas. Je lui en ai donné. » Tiens, Holmes se tourna vers elle. « Vous lui avez donné le seul nom qui pourrait lui rapporter une fortune. Et il a fait plus pour l'honorer que le vieil homme ne l'a jamais fait, » dit-elle doucement. Wetherell, acculé, fit une dernière tentative pour sauver sa dignité. « Je n'ai facilité que ce que la loi permettait. Il n'y a eu ni fraude ni vol. » Holmes haussa un sourcil. « Vous avez déformé des preuves. Vous avez supprimé des témoignages. Et vous avez sciemment déposé des documents au nom d'un homme. Que vous saviez être faux. Cela, monsieur, est fraude. » Lestrade entra alors, ses hommes derrière lui. « Monsieur Wetherell, Miss Addington, vous viendrez avec nous. » Alors que les deux hommes étaient emmenés, Devinder resta immobile, le regard lointain. « Je ne sais pas qui je suis, » dit-il finalement. « Pas vraiment. Vous êtes l'homme que vous choisissez d'être, » a déclaré Holmes. « Laissez tomber ce nom. Recommencez, selon votre propre mérite. » De retour à Baker Street, le brouillard s'était dissipé, et Holmes était redevenu son état habituel, appuyé contre le feu, la pipe à la main, comme si la journée n'avait rien réservé d'extraordinaire. Que va-t-il advenir de Devinder? J'ai demandé. Il sera libre, a déclaré Holmes. Bien qu'il ne puisse pas hériter de ce qui ne lui a jamais appartenu, il n'est pas coupable de complot. En fin de compte, il a été autant une victime que le véritable héritier, où que se trouve cette pauvre âme. Et s'il est toujours là-bas? Holmes expira lentement. Alors peut-être vaut-il mieux qu'il ne soit pas nommé. Le passé, Watson, est un cimetière d'identité. Mieux vaut ne pas creuser trop profondément. Il retourna à sa pipe. Je n'ai rien dit de plus, mais mon esprit s'est tourné vers les nœuds emmêlés de l'affaire. En fin de compte, ce n'est pas le meurtre ou la vengeance qui a motivé ce mystère, mais quelque chose de plus insaisissable, le besoin désespéré d'appartenance de l'homme et les terribles limites auxquelles certains sont prêts à, allez, s'écrire dans l'histoire.
2 jours se sont écoulés sans que l'affaire soit évoquée. Holmes, comme c'était son habitude après une quête mentale particulièrement éprouvante, se retirait sur lui-même, passant de longues heures avec son violon ou plongé dans ses expériences chimiques. Il avait peu parlé de Charity Addington depuis son arrestation, et encore moins de Devinder. Ce n'est qu'après le dîner du 3e soir, alors que je pliais mon journal, qu'il s'est levé de mon fauteuil et a fait une remarque énigmatique. Il y a des cendres qui n'ont pas encore été examinées dans le foyer de Trevelyan Watson. Je me retournai perplexe. L'affaire est close, Holmes. Miss Addington a avoué la tromperie. Wetherell a été suspendu en attendant son procès. Devinder a retiré sa plainte et a quitté Londres. Que reste-t-il de plus? Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre, où la lumière de la lampe se reflétait faiblement sur la vitre. La confession n'est pas la même chose que la vérité, et le silence en dit souvent plus que 1000 mots. Il se tourna vers moi, le regard à nouveau perçant. « J'ai l'intention de revenir à Trevelyan House demain. Voudriez-vous me rejoindre ?» Bien sûr, j'ai accepté. Nous sommes arrivés au domaine le lendemain matin. Un vent froid remuait les arbres de Kensington Square, et la maison, autrefois immaculée, portait désormais les signes subtils de désuétude. Des fenêtres aux volets fermés, un jardin flétri et le calme distinct qui s'installe sur des lieux récemment vidés de leurs secrets. Holmes s'était arrangé avec l'estrade pour accéder au bureau. Nous avons été accueillis à la porte par Foster, l'intendant, qui avait été temporairement retenu par la couronne pour superviser les lieux, jusqu'à ce que les affaires de la succession puissent être réglées au tribunal. « Je pensais que nous en avions fini ici, monsieur Holmes, » dit prudemment l'homme en déverrouillant la porte d'entrée. « Tout comme moi, » répondit Holmes, « mais quelque chose me pousse à revoir. » À l'intérieur, le bureau était à peu près tel que nous l'avions laissé. La poussière avait commencé à s'accumuler sur le bureau et les lourds rideaux restaient tirés à contre-jour. Holmes se dirigea directement vers la cheminée et s'accroupit devant la grille. « C'est ici, dit-il, que l'histoire se termine réellement ou peut-être commence. » Il utilisa sa canne pour palper doucement la suie, puis utilisa une paire de pinces pour en extraire un bout de papier à moitié carbonisé. « Tout le passé ne s'efface pas si facilement, » murmura-t-il en me le tendant. Le fragment était à peine lisible, mais une partie d'une signature restait, Pétrevel, et, juste au-dessus, un nom griffonné à l'encre fanée, Jairaj. J'ai regardé vers Holmes. Ce n'était pas dans le testament. Non, dit-il, parce qu'il n'a jamais été destiné à être lu par quelqu'un d'autre que son auteur. Je crois que Trevelyan a écrit un 2e document, peut-être un codicille ou une lettre personnelle, ne nommant pas Devinder, mais un autre. Celui-ci a probablement été abandonné dans les dernières semaines, une fois le plan d'Addington en cours. Mais qui est Jairaj? Je soupçonne, dit doucement Holmes, qu'il est peut-être le réel héritier. Un silence tomba sur la pièce. Même Foster, qui se tenait tranquillement derrière nous, semblait ressentir le poids de ce nom. Vous pensez qu'il est toujours en vie? Holmes se leva et épousseta son manteau. Si Addington et Wetherell le connaissaient, ils auraient éliminé toute trace, soit par mauvaise direction, soit pire. Mais ce morceau a survécu. Il se tourna vers Foster. Connaissez-vous le nom de Jairaj? L'intendant fronça les sourcils. Je ne peux pas dire que oui, monsieur. Cela ne sonne pas anglaise. Ce n'est pas le cas non plus, a répondu Holmes. Jairaj est un nom commun dans le sud de l'Inde. Il signifie roi victorieux, curieusement grandiose pour un enfant né en secret. Holmes se retourna vers le feu. Trevelyan a dû le nommer lui-même. De retour à Baker Street, Holmes ne perdit pas de temps. En 1 heure, il avait envoyé pas moins de 5 télégrammes. 2 au consulat indien, un à la division des archives de la Compagnie des Indes orientales et 2 autres à des contacts privés à Bombay. Il bougeait comme un homme hanté par le bout d'un fil qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce soir-là, alors que la lumière de la lampe vacillait et que je me préparais à me coucher, Holmes resta à la fenêtre.
La pluie fouettait les vitres. « Vous vous souvenez de ce que Flinch nous a dit ?» demanda-t-il sans se retourner. « Que le véritable enfant a été emmené par une nourrice, que son nom n'a jamais été écrit. Mais, et si ce n'était pas vrai? Vous pensez qu'il était enregistré? Peut-être pas à Londres, a déclaré Holmes. Mais en Inde, oui. Les Britanniques fermaient souvent les yeux sur les arrangements irréguliers, mais les infirmières et les sages-femmes tenaient leur propre registre, et contrairement aux documents officiels, ces registres étaient personnels. Ils avaient tendance à être cachés ou passés en contrebande. De contrebande, répétai-je. En effet. Holmes se tourna vers moi d'une voix basse et délibérée. Et si l'infirmière indienne de Trevelyan, consciente de l'importance de l'enfant, tenait son propre dossier, peut-être par peur de l'abandon, peut-être comme moyen de pression, ou par amour. Et ce jaillirage pourrait être encore en vie, termina Holmes. Ignorant sa lignée, vivant sous un autre nom. Et s'il l'est, Holmes m'a regardé. Alors l'héritage des Trevelyan n'est toujours pas réglé, et la justice Watson reste incomplète. Le lendemain apporta une réponse rapide et étonnante. Un télégramme est arrivé du capitaine Ashwin à Bombay, le même officier colonial qui avait précédemment confirmé le record de mortinatalité. Cette fois, il proposa quelque chose de bien plus substantiel. Registre des infirmières retrouvées cachées dans les archives privées de la St. John's Mission House. L'entrée datée du 2 mars 1864 indique « Enfant mâle, jaillirage, mère, décédé, aucun père nommé. Bébé remis sous la garde de mademoiselle Mira Takar. Entrée signée par la sage-femme M.R. Identifiée comme Margaret Rowntree, décédée en 1871. Aucun dossier de suivi de l'enfant n'a été trouvé, peut-être avoir voyagé sous escorte britannique à Bombay en mars 64. Fin, j'ai lu le message 2 fois avant de regarder Holmes. Cela prouve qu'il a vécu. C'est vrai, dit Holmes, les yeux brillants, et cela prouve que quelqu'un savait quelqu'un qui a essayé de faire disparaître l'enfant. Addington peut-être, Wetherell plus probablement. Mais quelqu'un dans la maison de Trevelyan a veillé à ce que la ligne ne monte plus. Il alluma sa pipe, puis se tourna vers moi avec une sorte d'excitation. Watson, combien d'hommes anglo-indiens d'une trentaine d'années, à votre avis, vivent à Londres sous des noms d'emprunt, sans famille connue, sans passé confirmé et dont l'année de naissance est 1864? Sûrement des centaines, moins que vous ne le pensez, a-t-il déclaré. Et je sais par où commencer. Plus tard dans la soirée, Holmes et moi avons rendu visite au British Indian Charitable Trust à Bloomsbury, une modeste organisation qui aidait les jeunes hommes d'origine mixte à accéder à l'éducation et à l'emploi dans toute l'Angleterre. Son directeur, un homme attentionné nommé M. Kingswell, nous a accueillis avec une légère suspicion. « Les troubles politiques ne nous intéressent pas, M. Holmes. »« Moi non plus, » répondit Holmes. « Nous recherchons simplement un homme, né à Bombay, arrivé en Angleterre avant 1880. Enregistré auprès de vous sous le nom de Jaillirage, ou quelque chose de proche. » Kingswell feuilleta un registre et finit par taper sur une ligne. Nous avions un camarade, oui, Jaillirage Miran, calme, bien élevé, excellait en langue et en arithmétique. Il s'est lancé dans l'édition, je crois. Il a changé de nom en 1890. Holmes se pencha en avant. Pourquoi? Kingswell ajusta ses lunettes. Gédéon Marr. Nous sommes retournés à Baker Street avec un élan d'impatience. Une enquête rapide a confirmé que Gideon Marr résidait désormais à Clerkenwell, où il travaillait comme rédacteur pour une petite imprimerie. Holmes ne sourit pas. Il se contentait de se tenir devant le foyer, perdu dans ses pensées, et murmurait « Si cet homme porte la marque, le triangle, nous aurons trouvé non seulement un nom, Watson, mais une vérité que tous les autres cherchaient à enterrer. » Il m'a regardé gravement. « Et puis nous devons nous demander, que fait un homme lorsqu'il apprend qu'il est l'héritier d'un royaume qu'il n'a jamais cherché? Au moment où nous sommes arrivés à Clerkenwell, le temps était devenu froid et humide. Les rues étaient recouvertes par la bruine incessante
qui avait envahi l'horizon de Londres pendant près d'une semaine. La ville semblait en quelque sorte plus lourde, son épais brouillard s'infiltrant dans les os de ses habitants, et pourtant, dans le brouillard de l'incertitude de la journée, une clarté s'installait sur le front de Holmes. « En êtes-vous sûr, Holmes ?» ai-je demandé, ma voix tendue par un mélange d'impatience et de curiosité. « Cet homme, Marr, croyez-vous vraiment qu'il pourrait être l'héritier disparu ?» Holmes resta silencieux un moment, les yeux plissés par la brume, alors que nous marchions dans la rue étroite en direction d'un modeste bâtiment, niché derrière des rangées de structures plus hautes et plus impressionnantes. « Watson, dit-il enfin d'une voix ferme, la vérité ne réside souvent pas dans l'évidence, mais dans les détails négligés. Le nom de Marr, Gédéon. Ce n'est pas une coïncidence. Cela fait écho à l'histoire biblique du leader victorieux, tout comme Jaïraj signifie roi victorieux. Il l'a changé lorsqu'il est venu en Angleterre, sans doute pour échapper à quelque chose de plus sombre. Mais pourquoi ce changement? Et pourquoi ici? Ai-je demandé, ayant du mal à comprendre toute la portée du raisonnement de Holmes. Parce que, répondit Holmes, dans cette ville un homme peut enterrer son passé et construire une nouvelle vie à partir de l'ombre d'anciens noms. Mais un nom peut aussi vous trahir, comme Marr lui-même peut encore s'en rendre compte. Le bâtiment auquel nous nous sommes approchés était une maison de ville étroite, avec sa façade en briques banales, à l'exception de la plaque signalétique en laiton terni près de la porte. G. Marr, rédacteur. Holmes frappa brusquement à la porte, et après une brève pause, un bruit de pas résonna à l'intérieur. La porte s'ouvrit, révélant un homme d'une trentaine d'années, les traits pâles sous une tignasse de cheveux noirs et indisciplinés. Il portait un gilet sombre sur une chemise blanche unie, et l'air autour de lui contenait l'inquiétude tranquille de quelqu'un qui a vécu trop longtemps dans l'isolement. « Monsieur Marr ?» demanda Holmes en s'avançant avant que j'aie eu la chance de me présenter. L'homme cligna des yeux, surpris. « Oui, et tu l'es ?»« Nous nous enquêtons simplement sur votre passé, » répondit doucement Holmes. « Pourrions-nous entrer ?»« Il s'agit de votre famille. » Marr hésita un long moment, les yeux rivés entre nous avant d'ouvrir davantage la porte. « C'est assez soudain. Vous êtes de la police ?» Holmes secoua la tête. « Non, simplement des enquêteurs privés. »« Ah, je vois, » murmura Marr, sa voix douce mais teintée de suspicion. « Eh bien, entrez alors. » À l'intérieur, l'appartement était encombré mais soigné. Une collection de livres, de papiers et de bibelots étranges dispersés dans un désordre prudent. Les fenêtres étaient couvertes, masquant le ciel gris, et l'air était chargé d'une odeur d'encre et de papier vieilli. « Vous travaillez avec un éditeur, je suppose ?» demanda Holmes en regardant autour de lui. « Oui, pour une petite presse, rien de trop grand, » répondit Marr en nous faisant signe de nous asseoir. « Mais si vous êtes ici pour me poser des questions sur mes origines, je dois admettre que je n'ai pas grand-chose à dire. Ma famille n'a pas beaucoup d'importance. » Holmes l'observa attentivement, les yeux plissés. « Vous avez bien fait de cacher le passé, mais je soupçonne qu'il y a plus que cela. » Marr se raidit. « De quoi s'agit-il ? Votre nom de naissance n'a pas toujours été Gideon Marr, n'est-ce pas ?» La tension dans la pièce s'est intensifiée alors que le visage de Marr pâlissait. Il se rassit sur sa chaise, ses doigts tambourinant nerveusement sur l'accoudoir. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, » dit Marr après une longue pause. « C'était il y a longtemps. Ce nom ne me dit plus rien maintenant. »« Jaïraj, » dit doucement Holmes, « c'était ton nom d'origine. » Le nom flottait dans l'air comme un spectre, et j'ai vu le sang-froid de Marr faiblir pendant un bref instant, son regard tombant sur le sol. « Jaïraj. » murmura-t-il presque pour lui-même. « Comment connais-tu ce nom ?»« Nous vous cherchions, » dit Holmes, sa voix devenant désormais plus chaleureuse, avec une pointe de compassion dans son ton. « Les actes de votre naissance ont été cachés, tout, comme les détails de l'histoire de votre famille. Vous avez été emmené d'Inde, amené ici alors que vous étiez enfant, et on vous a donné un nouveau nom pour rompre le lien avec votre véritable héritage.
Vous en souvenez-vous? Marr cligna rapidement des yeux, visiblement surpris. Sa respiration s'accéléra. Je me souviens de morceaux, a-t-il admis, mais tout est tellement flou. Une infirmière, une femme étrange. Elle m'a amené ici. Je ne sais même pas pourquoi. Holmes se pencha en avant, son regard ne quittant jamais le visage de Marr. C'est elle qui a gardé le secret. Miss Myra Takkar. Elle a pris soin de vous et vous a aidé à échapper à l'héritage qui aurait pu être le vôtre. Votre vrai nom n'a jamais été censé être connu. Mais Trevelyan, dans ces dernières années, a commis une erreur fatale. Il a recommencé à vous chercher et ce faisant, il a laissé sans le savoir des traces de votre existence. Je ne comprends pas, dit Marr, la voix tremblante à présent. C'est quoi cet héritage dont tu parles? Je n'ai jamais eu aucune richesse, aucun titre. Ma vie, elle a été ordinaire. Mais si ce que tu dis est vrai, Holmes eut un petit sourire presque imperceptible. C'est là, monsieur Marr, le nœud du problème. Vous êtes l'héritier légitime d'une fortune considérable, un héritage qui vous était destiné dès le moment de votre naissance. Lord Percival Trevelyan, le gouverneur colonial, était votre père. Marr le regarda stupéfait et silencieux. Son souffle se bloqua dans sa gorge alors qu'il essayait de donner un sens à la révélation. « Non », murmura-t-il, « cela ne peut pas être vrai. Je suis juste un éditeur, un homme simple. Votre droit d'aînesse, monsieur Marr, a été caché pour vous protéger. Mais maintenant, il ne peut plus rester caché. Vous avez droit au domaine de Trevelyan, ses terres, ses propriétés, et le titre même qu'il portait autrefois. Le poids de la vérité s'est abattu sur Marr comme un raz-de-marée. Ses yeux se tournèrent entre Holmes et moi, comme s'il cherchait un signe indiquant que tout cela n'était qu'une cruelle plaisanterie. Mais il n'y avait pas de plaisanterie aux yeux de Holmes. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda Marr, sa voix à peine audible. « J'ai vécu toute ma vie comme personne. Je ne sais même pas ce que signifie être l'héritier de quelqu'un. » Holmes se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts retroussés. « Ce que vous faites, monsieur Marr, c'est décider de ce que vous voulez que votre vie soit. L'héritage n'est pas simplement un titre, mais une responsabilité qui demande du courage et de la sagesse. La succession vous appartient, mais les questions qui l'entourent le sont aussi. Le choix vous appartient, que vous l'acceptiez ou que vous vous en alliez. » J'ai regardé la lutte se dérouler sur le visage de Marr. C'était un homme pris entre deux mondes, celui qu'il s'était créé et celui qu'il attendait depuis toujours. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Marr poussa un profond soupir et regarda Holmes. « Je ne sais pas comment être cette personne. Je ne sais pas comment supporter ce poids. Je n'en ai jamais voulu. » Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre, scrutant le brouillard qui s'accrochait encore aux rues. « Personne ne peut être contraint d'accepter un héritage, monsieur Marr, a-t-il déclaré. Mais la vérité est une chose difficile à ignorer. Vous avez un choix à faire. Restez tel que vous êtes, ou accepter ce que vous avez toujours été censé être. » Marr restait silencieux, le regard lointain, comme s'il était perdu dans un monde de pensées trop vaste pour être contenu. La pièce était pleine d'indécision. « Vous devez prendre la décision, monsieur Marr, » a poursuivi Holmes, la voix s'adoucissant. « Mais ne le faites pas à la légère, car l'héritage du nom Trevelyan n'est pas seulement un cadeau, c'est aussi un fardeau. » Je voyais que Marr était aux prises avec l'énormité du choix qui s'offrait à lui, qu'il s'agisse d'accepter le passé, d'embrasser l'avenir inconnu ou de s'éloigner complètement de l'héritage. Et quelque part, caché dans le brouillard de son esprit, la réponse viendrait. Les jours qui ont suivi notre rencontre avec Gideon Marr ont été marqués par une étrange tension, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant une décision qui n'était pas encore prise. Holmes, comme toujours, semblait content de laisser le temps s'écouler à son propre rythme, sans jamais pousser ou presser Marr trop fort. Il comprenait mieux que quiconque que le poids d'un héritage hérité était une question de choix, personnel et non de force extérieure. Marr, pour sa part, est resté insaisissable. Il avait demandé du temps pour réfléchir.
pour lutter contre l'énormité de la vérité que Holmes lui avait présentée. Il parla peu dans les jours qui suivirent, se retirant dans le calme de son appartement de Clerkenwell, laissant Holmes observer sans commentaire le lent démembrement d'un homme qui fut soudainement contraint d'affronter un passé qu'il avait abandonné depuis longtemps. Moi aussi, je me suis retrouvé à réfléchir à ce cas et à la nature particulière de l'identité. Que signifie appartenir à une famille, faire partie de quelque chose de plus grand que soi, et comment concilier le poids d'un passé qu'ils n'ont pas choisi? Ces questions, tout autant que le mystère lui-même, commençaient à me ronger. C'est un soir tard, alors que je m'apprêtais à me coucher, que je reçus un visiteur. Madame Hudson, avec son cou sec habituel, entra dans la pièce avec une lettre scellée à la cire noire. « Un monsieur Gideon Marr est ici pour vous voir, Dr. Watson, » dit-elle. « Il insiste pour parler à monsieur Holmes. Tout de suite, s'il vous plaît. » Holmes, plongé dans ses réflexions, leva les yeux avec un mélange de surprise et de curiosité. Il n'avait pas prévu la visite de Marr, mais maintenant qu'elle était arrivée, il n'y avait plus de temps à perdre. « Faites-le entrer, Madame Hudson, » dit Holmes debout avec un air d'autorité tranquille. Marr entra, la posture raide et incertaine. Il y avait dans ses yeux une lassitude, celle qui vient des jours de contemplation agitée. Il s'arrêta juste derrière la porte, comme s'il ne savait pas comment procéder. L'homme qui avait été Gideon Marr était désormais autre chose, quelque chose de pris entre deux identités. « Monsieur Holmes, » dit-il d'une voix basse mais ferme, « Dr. Watson, j'ai pris une décision. » Holmes lui fit signe de s'asseoir. « Vous avez pris votre temps, monsieur Marr. Aucune décision d'une telle importance ne devrait être précipitée. » Marr hocha la tête, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les replia sur ses genoux. « J'ai longuement réfléchi à ce que tu m'as dit, » commença-t-il, sa voix gagnant en force à mesure qu'il parlait. « À propos de mon vrai nom, à propos de l'héritage que je ne savais pas avoir. Je n'ai aucun souvenir de l'Inde, aucune connaissance de ce qu'aurait pu être ma vie. J'ai vécu comme un homme ordinaire, et maintenant vous m'avez présenté quelque chose qui dépasse de loin ma compréhension. » Holmes hocha la tête, l'encourageant à continuer. « J'ai passé ces derniers jours à me demander qu'aurait voulu mon père, qu'est-ce que Lord Trevelyan aurait voulu pour moi, et qu'est-ce que je voudrais pour moi, et demanda Holmes d'une voix mêlée de patience et d'intrigue. Marr inspira profondément, son regard se tourna vers la fenêtre, où le brouillard s'enroulait épais et lourd, obscurcissant la vue de la ville au-delà. « Je ne sais pas si je peux accepter le titre de seigneurie ou revendiquer le domaine. Je n'ai aucune expérience dans de telles choses. J'ai passé ma vie avec de l'encre et du papier, pas avec la terre et le pouvoir. Mais ce que je sais, c'est ceci. Je veux connaître la vérité. Je veux comprendre qui je suis vraiment, d'où je viens et ce que ce nom signifie. » Holmes se pencha en avant, ses yeux rivés sur ceux de Marr. « Une sage décision, monsieur Marr, car ce n'est que lorsque nous comprenons qui nous sommes que nous pouvons décider quoi faire de cette connaissance. J'ai pris ma décision, » a poursuivi. Marr, sa voix étant désormais ferme. « J'accepterai mon héritage, non pas pour le titre ou la richesse, mais pour l'opportunité d'apprendre, de comprendre l'histoire qui m'a été cachée. Je veux savoir à quoi ressemblait la vie de mon père, pourquoi il a choisi de me garder caché, et ce qu'est devenue la famille que je n'ai jamais connue. » Holmes sourit légèrement. « Alors vous avez fait le premier pas, monsieur Marr. Le reste, comme on dit, se déroulera avec le temps. » Les jours qui suivirent la décision de Marr furent un tourbillon d'activités. Holmes, toujours en planificateur, méthodique, s'est mis à percer les mystères restants entourant la vie et l'héritage de Trevelyan. Il envoya une petite armée de contacts, archivistes, universitaires et enquêteurs privés pour découvrir la vérité sur la relation de Lord Trevelyan avec son fils et pour découvrir ce qu'était devenue l'infirmière Miss Myra Takkar, qui avait pris tant de peine pour protéger l'enfant. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, Holmes et moi avons commencé à reconstituer des fragments du passé de Trevelyan, des lettres, des journaux intimes et des documents.
qui avait depuis longtemps été enfoui sous des couches de secret. La vérité était plus complexe que nous l'avions prévu. La relation de Lord Trevelyan avec son fils n'était pas simplement une relation d'affection paternelle. Elle était soumise aux pressions politiques et sociales de l'Inde coloniale, où l'idée même d'un enfant né d'un étranger et d'une indienne pouvait détruire la réputation d'un homme. Il semblait que Miss Takkar avait joué un rôle bien plus important dans la vie de Lord Trevelyan que nous ne l'avions imaginé au départ. Elle avait été sa confidente, sa protectrice et dans un sens sa boussole morale. Elle avait caché l'identité de l'enfant, non par méchanceté mais par amour et loyauté. La peur du scandale de Trevelyan l'avait amené à faire des choix qu'aucun père ne devrait jamais avoir à faire, des choix qui avaient finalement conduit à l'effacement du nom de son fils de l'histoire. Mais à mesure que nous approfondissions les archives, une lettre ressortait, écrite au cours des dernières semaines de la vie de Lord Trevelyan, juste avant qu'il ne révise son testament. Je ne peux plus vivre avec ce secret. Mon fils Jairaj doit connaître la vérité. Je lui ai fait une grande injustice en le gardant caché. Si je meurs sans le nommer, je ne connaîtrai jamais la paix. Je dois le trouver. Je dois arranger les choses. La lettre n'était pas signée, mais il était clair que Trevelyan avait été aux prises avec sa conscience au cours des dernières années de sa vie. Il avait voulu se racheter, amener son fils à la lumière de son monde. Mais il était trop tard. Les efforts de Holmes portèrent leurs fruits peu de temps après. Les dernières pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Grâce à un réseau de contacts en Inde, nous avons découvert que Miss Takkar était décédée en 1871, après avoir passé ses dernières années en retraite, loin des intrigues politiques de l'Empire. Elle ne s'était jamais mariée, et il semblait qu'elle avait passé ses derniers jours à protéger le secret de l'identité de sa charge. Mais la révélation la plus frappante a peut-être été la découverte d'une lettre écrite par l'avocat de Trevelyan, détaillant un projet visant à renouer avec le fils qu'il avait abandonné. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai déjà réussi. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour garantir que mon fils soit retrouvé et que l'héritage de notre famille perdure. Mais vous devez comprendre qu'il y a ceux qui ne reculeront devant rien pour empêcher que cela se produise. Je vous en supplie, faites attention. La lettre se terminait brusquement, sans plus de détails. Mais il était clair que Trevelyan craignait pour la sécurité de son fils, même dans ces derniers jours. Le dernier chapitre de l'affaire s'est déroulé lors d'une rencontre tranquille avec Mar, au cours de laquelle il a accepté l'héritage, qui lui avait été laissé, non pas comme un fardeau mais comme une clé de son passé. Il avait choisi de l'embrasser, non pas pour le titre ou la richesse, mais pour l'opportunité de comprendre l'histoire qui lui avait été refusée. Le travail de Holmes, comme toujours, était méticuleux et minutieux. Il avait découvert la vérité derrière l'héritage, le nom et le passé cachés. Mais à mesure que le brouillard du mystère s'est dissipé, il est devenu clair que la plus grande révélation n'était pas l'héritage lui-même, mais la compréhension que l'identité, comme la vérité, était une chose bien plus complexe que ce que la plupart des gens avaient jamais imaginé. Les jours qui suivirent l'acceptation de son héritage par Gideon Mar furent marqués par un calme inattendu. Pour une fois, Holmes semblait satisfait, son esprit n'étant plus absorbé par les rebondissements de l'affaire, mais concentré sur les tâches les plus banales qu'il avait longtemps négligées. Son violon est réapparu de son étui, ses notes, obsédantes, remplissant notre salon, et pour la première fois depuis des semaines, le rythme familier de nos journées est revenu. Quant à Mar, il avait disparu dans les pages de l'histoire. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis notre dernière rencontre, et Holmes n'avait que de légères indications concernant ses projets futurs. La décision d'accepter son héritage n'avait pas été prise à la légère, et bien qu'il ait accepté la richesse et le titre, il ne faisait aucun doute que le fardeau qui reposait désormais sur ses épaules. Un héritage n'était pas simplement quelque chose à revendiquer, c'était quelque chose à vivre. Un soir, alors que le froid de l'hiver commençait à s'installer sur Londres, j'étais assis en train de lire près du feu, quand le coup familier à la porte interrompit ma solitude.
C'était Madame Hudson portant une lettre d'une grande importance. « Ceci est venu pour vous, Dr. Watson, » dit-elle en posant l'enveloppe sur mon bureau. « Il porte le sceau de Trevelyan House. » J'ai pris la lettre, remarquant le lourd sceau de cire et la légère odeur d'encre coûteuse. Holmes, comme d'habitude, parut content de m'autoriser la première. Quelle lecture! Ce que je fis avec une curiosité croissante. Le contenu était bref mais clair. « Dr. Watson, je vous écris pour vous informer qu'après de longues délibérations, M. Gideon Marr a accepté le titre et l'héritage du domaine Trevelyan. Il a demandé votre aide pour superviser la transition, si vous le souhaitez. Votre présence est requise à Trevelyan House dans 3 jours pour officialiser les détails de l'héritage, y compris le partage des actifs et la création d'une fondation pour de futures œuvres caritatives. Sincèrement Ambrose Wetherell, Escuma, procureur de la succession de Lord Percival Trevelyan. » « Eh bien, Watson, » remarqua Holmes, le regard toujours fixé sur son violon. « Il semble que notre implication ne soit pas terminée. Marr a fait un pas dans un monde qu'il n'a jamais vraiment connu. Je soupçonne qu'il a besoin de conseils. » J'ai posé la lettre et j'ai regardé Holmes. Il semble que oui. Mais la question demeure. Que fera Marr de cet héritage maintenant qu'il lui appartient véritablement? Holmes eut un petit sourire pensif. C'est, mon cher Watson, une question à laquelle lui seul peut répondre. Mais je n'ai aucun doute que son personnage façonnera l'héritage, bien plus que le titre ne le pourrait jamais. 3 jours plus tard, Holmes et moi sommes arrivés à Trevelyan House. Le domaine, autrefois symbole de puissance et de richesse coloniale, est aujourd'hui un monument d'un passé oublié. Les grilles en fer, bien que bien entretenues, conservaient la patine du temps. Le manoir se dressait derrière une haute haie, ses fenêtres regardant fixement les jardins comme pour dire « Nous avons assez attendu ». Ambrose Wetherell nous a accueillis à la porte, son air toujours aussi réservé et raide. Même si son masque professionnel n'a jamais faibli, il y avait une tension sous-jacente chez lui, une énergie nerveuse qui suggérait que quelque chose n'allait pas. « Dr. Watson, Monsieur Holmes », a déclaré Wetherell en nous faisant entrer. « À l'intérieur, j'espère que votre voyage s'est déroulé sans incident. »« C'est assez calme, » répondit Holmes, ses yeux scrutant les environs avec sa perspicacité habituelle. « Vous avez bien fait de préserver le domaine, Monsieur Wetherell, mais dites-moi, comment Monsieur Marr s'installe-t-il dans son rôle ?» Wetherell hésita, visiblement incertain de ce qu'il devait révéler. « Il s'adapte, Monsieur Holmes, mais il y a beaucoup à faire. La situation financière du domaine est plus compliquée que prévu, et certains ne sont pas très satisfaits de l'ascension soudaine de Monsieur Marr. Mais il s'est montré stable, voire tout à fait enthousiaste. » Holmes hocha la tête. « J'imagine qu'une telle position entraîne beaucoup de pression. »« Oui, » répondit Wetherell en nous guidant à travers les vastes couloirs de la maison. « Monsieur Marr apprend vite, mais c'est l'héritage du passé qui pèse, le plus sur lui. Le nom Trevelyan porte en lui non seulement la richesse, mais aussi l'attente, et certains pensent qu'il n'en est pas digne. » Nous suivions Wetherell dans la grande bibliothèque, où Marr nous attendait. Il était assis derrière un grand bureau en chêne, des papiers éparpillés devant lui. Son apparence avait peu changé depuis notre dernière rencontre, même s'il y avait maintenant en lui une détermination tranquille, un sentiment de détermination qui n'existait pas auparavant. « Marr, » dit Holmes avec un hochement de tête, « j'espère que le domaine s'avère aussi difficile que gratifiant. » Marr se leva lentement, les yeux fatigués mais non sans gratitude. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je suis reconnaissant pour votre aide dans cette affaire. Cela a été écrasant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'aurais jamais pensé que je serais dans cette position, et j'ai toujours du mal à y croire. Je suppose que beaucoup d'entre nous ressentiraient la même chose à votre place, » répondit Holmes en se dirigeant vers le bureau avec sa grâce caractéristique. « Mais maintenant que vous avez accepté votre héritage, il est temps de regarder vers l'avant et non vers le passé. » Marr se rassit, le poids des papiers devant lui plus symbolique que pratique.
C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai passé en revue le patrimoine du domaine, mais la situation est bien plus compliquée que je ne l'imaginais. Il y a plusieurs dettes, certaines anciennes, d'autres plus récentes, et un certain nombre de propriétés qui sont mal gérées depuis des années. « Et le testament » demanda Holmes. « Y a-t-il une indication que Lord Trevelyan avait l'intention que ces questions soient traitées différemment ?» Marr soupira, jetant un coup d'œil à Wetherell avant de répondre. « La volonté est claire à certains égards, mais elle laisse de nombreuses décisions à ma discrétion. Les intentions de Trevelyan sont au mieux confuses. Mais une chose est sûre, il voulait que l'héritage perdure. Il ne voulait pas qu'il disparaisse dans l'obscurité. Et maintenant, c'est à moi de veiller à ce que ce ne soit pas le cas. » Holmes étudia Marr attentivement, son expression illisible. « C'est une lourde responsabilité de porter le poids d'un nom enfoui depuis longtemps. Mais il ne s'agit pas seulement des biens que vous devez prendre en compte. Il y a l'héritage, des actions de Lord Trevelyan, l'impact de ses décisions sur ceux qui l'entourent. Votre nom restera dans les mémoires non seulement pour ce dont vous héritez, mais aussi pour ce que vous choisissez d'en faire. » Les yeux de Marr brillaient d'incertitude, mais il hocha lentement la tête. « Je comprends, monsieur Holmes, et je ne prendrai pas cela à la légère. La réunion a duré encore plusieurs heures, pendant lesquelles nous avons abordé les différentes complications de la gestion du domaine. Holmes a fourni, comme toujours, des idées que je n'aurais jamais prises en compte. Ses déductions étaient pointues, pratiques et précises, guidant Marr à travers le labyrinthe des légalités avec une habileté qui m'a laissé impressionné. Au moment où nous avons quitté Trevelyan House, le brouillard était de nouveau revenu, épais et lourd, obscurcissant la vue sur la rue. Marr, désormais plus confiant dans sa compréhension du domaine, se tenait à la porte et nous regardait partir. « Merci à vous deux, » dit-il doucement. « Vous m'avez donné une voie à suivre, quelque chose que je peux suivre. » Holmes fit un petit signe de tête presque imperceptible. « C'est à vous de façonner l'héritage, monsieur Marr. Mais ce seront vos choix, vos actions, qui le définiront. Le passé ne peut pas être effacé, mais l'avenir est toujours entre vos mains. » Alors que nous retournions vers Baker Street, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir au chemin étrange et sinueux qui nous avait amenés ici, du mystère de l'héritier. Caché à la révélation d'un héritage longtemps enfoui, l'affaire s'était déroulée d'une manière que seul Holmes aurait pu prédire. Pourtant, même lui serait le premier à admettre que le plus grand mystère de tous n'était pas le domaine, la richesse ou le nom, mais le choix de l'homme qui était au cœur de tout cela. Que ferait Gideon Marr de l'héritage de Lord Trevelyan? La réponse, comme toujours, lui appartenait de décider, et c'est là j'ai réalisé que c'était le véritable mystère. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'affaire qui nous avait autrefois saisis, avec tant d'intensité, s'est lentement dissoute dans le bourdonnement silencieux de la routine. Les mystères du passé, les secrets du domaine Trevelyan n'étaient plus notre fardeau à porter. Marr, semblait-il, avait trouvé une certaine paix avec son héritage. Il apprenait les subtilités du domaine, gérait ses affaires avec diligence, et commençait tranquillement mais sûrement à tracer sa propre voie. Mais alors même que Marr semblait embrasser sa nouvelle vie, une question subsistait à laquelle aucun de nous n'avait pleinement répondu. La question de l'héritage. Le Bambetam. Poisse du nom Trevelyan. Comment Marr, un homme non préparé aux complexités du pouvoir et de la richesse, parviendrait-il à relever les défis qui en découlaient? Serait-il à la hauteur, ou l'héritage même qu'il avait accepté se révélerait-il être sa perte? C'est lors d'une soirée ordinaire du début du printemps, alors que j'étais assis près du feu dans notre salon, que la voix de Holmes a traversé mes réflexions. « Watson, dit-il d'un ton inhabituellement sombre, je crois que notre travail n'est pas encore terminé. » J'ai levé les yeux, surpris. « Vous parlez de Marr ?»« Oui, » répondit Holmes, ses yeux se plissant alors qu'il se détournait de la fenêtre. « Le voyage de Marr est loin d'être terminé. Le domaine, bien qu'apparemment bien géré, porte en lui un courant sous-jacent plus sombre. Il y a des forces en jeu qui sont restées cachées sous la surface. »
J'ai posé mon livre, maintenant pleinement engagé. Quelle force, le regard. De Holmes rencontra le mien, vif et calculateur. Il semble qu'il y ait des gens au sein du domaine et au-delà qui ne se contentent pas de voir Marr réussir. Il y a des créanciers, des intrigants et des opportunistes qui cherchent à profiter de son inexpérience. Et l'héritage lui-même, eh bien, cela peut être une arme à double tranchant. J'ai senti un frisson me parcourir. Que veux-tu dire? L'acceptation de la succession par Marr n'était pas la fin de l'affaire, a poursuivi Holmes, sa voix devenant plus urgente. Ce n'était que le début. Ceux qui ont été laissés derrière par Lord Trevelyan, ceux qui ont bénéficié de ses choix, ne reculeront devant rien pour maintenir leur influence. Ils ne permettront pas que l'héritage passe entre les mains de quelqu'un qu'ils jugent indigne. Je me levai, me dirigeant vers Holmes alors qu'il arpentait la pièce, son esprit parcourant déjà les possibilités. « Alors tu penses que Marr est en danger? Pas encore. Mais les fondements de son pouvoir sont faibles, Watson, et il y a ceux qui savent comment exploiter cela. » Le lendemain matin, Holmes et moi sommes retournés à Trevelyan House. Le brouillard, qui recouvrait la ville depuis une semaine, semblait s'être légèrement dissipé, même si un air oppressant flottait toujours dans les rues. Nous avons été une nouvelle fois accueillis par Ambrose Wetherell, qui semblait plus échevelé que d'habitude, son sang-froid habituel remplacé par un net sentiment d'anxiété. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit Wetherell, en nous conduisant au salon. « Je dois vous parler, il y a eu des développements. Je crains que Monsieur Marr ne soit en grave danger. » Holmes haussa un sourcil. « De qui, exactement ?» Wetherell baissa la voix, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule avant de parler. « Ce sont les créanciers. Les dettes de la succession sont plus importantes que nous ne le pensions. Il existe des factions au sein de la communauté financière, d'anciens partenaires de Lord Trevelyan, qui ne reculeront devant rien pour récupérer ce qui leur est dû. Ils voient M. Marr comme un obstacle, un homme inapte à gérer l'héritage. « Et quelle est la réponse de Marr » demanda Holmes. « Il est hésitant, » répondit Wetherell en se tordant les mains. « Il veut résoudre la situation sans conflit, mais il subit des pressions de toutes parts. Je crois qu'il commence à douter de sa propre capacité à supporter le poids de son héritage. » Les yeux de Holmes brillaient d'un mélange de détermination et de curiosité. « Alors, il est temps que nous intervenions à nouveau. Nous avons trouvé Marr dans son bureau entouré d'une pile de papiers et de correspondances, les sourcils froncés par la concentration. Il leva les yeux lorsque nous entrâmes, son expression lasse mais résolue. « Je ne voulais pas te déranger, » dit-il en se levant lentement. « Mais la situation est devenue plus compliquée. J'ai essayé de gérer les dettes de la succession, mais la pression devient trop forte. » Holmes l'étudia attentivement, son regard vif et calculateur. « Dites-moi, Monsieur Marr, qui sont vos principaux créanciers ?» Marr hésita, puis prit une profonde inspiration. « Il y en a plusieurs. Certains d'entre eux sont d'anciens associés de mon père, des hommes qui l'ont aidé à établir sa richesse dans les colonies. Mais les négociations ne les intéressent pas. Ils veulent prendre le contrôle du domaine. » « Et qu'est-ce que Wetherell en pense ?» demanda Holmes en se tournant vers l'avocat. Wetherell bougea inconfortablement. « J'ai essayé de tenir les créanciers à distance, mais ils sont de plus en plus insistants. Ils ont envoyé des menaces subtiles au début, mais maintenant elles sont plus directes. Le contrôle de M. Marr sur la succession est remis en question. » Le regard de Holmes se durcit. « Il ne s'agit plus d'une simple question de dette, n'est-ce pas? C'est une bataille pour le pouvoir. Ils cherchent à vous affaiblir, Monsieur Marr. Ils veulent vous voir échouer. » Le visage de Marr pâlit. « Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais rien demandé de tout cela. Je ne veux pas perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. »« Alors vous devez être prêt à vous battre, » dit Holmes d'une voix ferme. « Vous ne ferez pas face à cela seul. Nous trouverons un moyen de vous protéger ainsi que le domaine. » Au cours des jours suivants, Holmes et moi avons travaillé sans relâche, reconstituant les différents aspects du réseau financier qui avait pris au piège Marr. Nous avons suivi les mouvements des créanciers,
identifié leurs tactiques et découvert qu'ils avaient travaillé discrètement depuis le début à saper son autorité. Ce n'était pas seulement l'argent qu'il recherchait, c'était le contrôle. Lors de la confrontation finale, Marr a été contraint de faire un choix. Il pouvait soit céder à la pression et permettre aux créanciers de prendre ce qui lui revenait de droit, soit rester ferme et affirmer sa propriété de la succession. Avec les conseils de Holmes, Marr a choisi cette dernière solution, en utilisant les preuves que nous avions rassemblées pour dénoncer la corruption qui couvait depuis longtemps sous la surface de l'héritage de Trevelyan. Les créanciers furent contraints de se soumettre, et Marr, bien que secoué par l'expérience, en sortit victorieux. Il avait affronté les aspects les plus sombres de son héritage, et il avait survécu. Dans les jours qui suivirent, Marr s'installa dans son rôle de chef du domaine Trevelyan, mais il était clair qu'il avait changé. Il n'était plus l'homme, hésitant et incertain qui était le premier entré dans notre bureau. Il avait trouvé une certaine confiance, tempérée par la compréhension que le pouvoir ne venait pas seulement avec la richesse, mais aussi avec la responsabilité. Holmes, toujours un observateur discret, semblait content de permettre à Marr de tracer son propre chemin. Mais je pouvais voir que le détective avait été profondément affecté par l'affaire, non seulement par les mystères de l'héritage, mais aussi par les complexités de l'identité et de l'héritage. En fin de compte, ce n'était pas le nom ou le titre qui importait le plus, mais les choix que l'on faisait en réponse à ces choix. Et ainsi, une fois les dernières pièces du puzzle en place, le dossier de l'héritier perdu était clos. Marr avait accepté sa place dans le monde et grâce à cette acceptation, il avait forgé son propre avenir. Alors que nous retournions à Baker Street, Holmes s'appuya contre le dossier de sa chaise, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir. « Watson », a-t-il déclaré, « l'affaire est conclue, mais j'ai appris quelque chose de précieux à travers tout cela. »« Qu'est-ce que c'est, Holmes ?» j'ai demandé. « L'héritage que nous laissons derrière nous n'est pas écrit dans des documents ou des titres, mais dans les choix que nous faisons. Et ces choix, Watson, sont ce qui nous définit véritablement. » Sur ce, Holmes retourna à son violon, les notes douces remplissant à nouveau la pièce. Et dans le calme qui a suivi, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si, d'une manière ou d'une autre, nous étions tous encore à la recherche de notre propre héritage, celui qui perdurerait au-delà de notre époque.